Récemment, j'ai lu 9 livres et il est temps de vous en parler. Bienvenue dans cette nouvelle update lecture. Je vais vous parler des 9 derniers livres que j'ai lus et dont je ne vous ai pas encore parlé. Et on fera notamment un petit point sur les séries parce que j'ai lu notamment des deuxièmes tomes de séries dont je ne vous ai pas du tout parlé. Donc je pense qu'il est temps de le faire. Alors on va commencer cette update lecture par Middle of the Night, un roman thriller de Riley Sager. Alors Riley Sager, je l'ai découvert avec Home Before Dark, qui est une de mes meilleures lectures de l'année 2024 parce que il m'a vraiment fait peur, donc hyper efficace en termes de thriller psychologique paranormal. C'était vraiment excellent et j'avais envie de lire un autre roman de l'auteur. C'est chose faite avec Middle of the Night, où là on se retrouve avec également un thriller. On va suivre l'histoire d'Ethan qui a 10 ans et pendant l'été, avec son meilleur ami Billy, ils ont l'habitude de dormir en tente sous la belle étoile. C'est ce qu'ils vont faire cette nuit-là, sauf que quand Ethan se réveille le lendemain, il se rend compte que Billy a disparu et surtout fait plus inquiétant, la tente est complètement déchirée au couteau. On ne va jamais retrouver Billy et on retrouve Ethan 30 ans plus tard dans la maison de ses parents. Ses parents ont déménagé et lui va vivre là pour le moment suite à différents événements dans sa vie. Et ce qui va être vraiment étrange, c'est qu'il va retrouver des indices, des traces de Billy, comme si Billy était toujours là, toujours présent. Et ce que j'aime bien également dans ce roman, c'est qu'on navigue un petit peu entre un thriller psychologique, policier, ou le paranormal. On est toujours un peu entre les deux, on ne sait pas vraiment où se situer en fonction de ce qui se passe dans le roman. Cette lecture, elle m'a totalement divertie, je trouvais que c'était vraiment accrocheur, on avait envie d'en savoir plus sur ce qui se passait avec Ethan et l'histoire de Billy. Qu'est-il arrivé à Billy? C'est vraiment la question, le point d'interrogation de ce roman. Et on va commencer à connaître à travers l'enquête d'Ethan différents secrets de voisinage et différents secrets familiaux. Pour moi, c'est un 3,75 ce roman. J'ai un peu moins apprécié cette lecture par rapport à Home Before Dark que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était un peu plus prévisible, un peu moins peut-être recherché aussi. Néanmoins, c'est une excellente lecture. 3,75 pour moi, c'est une lecture divertissante, hyper facile à lire, agréable à lire, avec une bonne intrigue, un bon mystère qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de connaître. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment plutôt efficace. Dans le cadre du Cold Winter Challenge, il y avait une lecture commune qui était organisée par Book and a Cup, je vous en avais déjà parlé, et c'était La fileuse d'argent de Naomi Novik. Et malheureusement pour moi, c'est un DNF. J'ai abandonné cette lecture en décembre parce que, eh bien, ça ne m'a pas convaincue. Il y avait plein d'éléments que je trouvais intéressants dans ce livre. Alors d'abord, c'est l'histoire de Myriam, qui est une fille et petite fille de prêteurs, des gens qui prêtent de l'argent et qui reçoivent des intérêts et qui peuvent donc faire fructifier leur argent de cette manière. Et autant son grand-père était très doué dans ce travail, autant son père ne l'est pas du tout parce que il est trop faible, il n'ose pas demander aux gens son dû et du coup il se retrouve vraiment en faillite. Et au bout d'un moment, Myriam décide de reprendre le flambeau familial et de continuer le travail de son père. Et elle va pas hésiter à demander l'argent qui lui est dû et surtout elle va réussir avec beaucoup d'intelligence à faire fructifier cet argent. Le problème, c'est qu'elle va vite se faire repérer par le roi des Stariks. Les Stariks, c'est un peuple assez étrange qui vivent dans presque une autre dimension, on dirait, pas très loin du village de Myriam. Et les habitants ont très très peur des Stariks, à juste titre, parce qu'ils sont assez cruels. Et donc voilà, elle va se faire repérer par le roi des Stariks qui veut lui aussi faire fructifier son argent avec l'aide plus ou moins volontaire de Myriam d'ailleurs. Donc vraiment ça commence comme ça, mais c'est beaucoup plus riche que ça puisque on a plusieurs points de vue et pas seulement celui de Myriam. D'ailleurs au fur et à mesure de roman, on ajoute des points de vue. Et il y avait plusieurs choses que j'ai bien aimées dans ce roman. D'abord l'atmosphère glaciale, c'est vraiment une revisite des contes de fées, c'est aussi une revisite des contes russes. Donc on est dans cette ambiance glaciale de la Russie avec les difficultés qui sont très bien d'ailleurs dénoncées par l'autrice, que ce soit par rapport à la religion. Myriam est juive, donc elle est obligée de faire ce métier parce qu'en fait on lui laisse pas le choix de faire d'autres. En plus on lui reproche de faire ce métier alors qu'en fait elle n'a pas le choix. On parle aussi de la pauvreté, à quel point les gens sont cantonnés à certaines choses par obligation
à cause de leur classe sociale, aussi au niveau des femmes, que ce soit ta classe sociale, finalement on a aussi un personnage qui est dans la noblesse qui va être obligé d'épouser telle personne pour des alliances politiques et économiques. Donc voilà, il y a vraiment tout cet univers de à quel point les obligations sociales, les carcans en fait font que les gens n'ont pas le choix de qui ils sont et de ce qu'ils font. Et en même temps on leur reproche. Donc ça c'était vraiment intéressant, l'atmosphère est intéressante, la plume est belle, il y avait plein de choses bien. Le problème c'est pour moi le rythme. J'ai trouvé que les différents points de vue me sortaient à chaque fois un peu de l'histoire principale et je me suis un petit peu perdue. J'y ai aussi perdu mon intérêt très sincèrement et donc à 50% du livre j'ai décidé de l'abandonner. Pour autant je trouve que c'est une très belle œuvre mais qui ne me correspondait pas personnellement en tant que lectrice malheureusement. J'ai également lu un autre thriller qui est Prime Time, je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans ma pile à lire 2025, de Maxime Chatham. Ici, j'ai trouvé le synopsis très intéressant et très original puisque on n'est pas sur une affaire de meurtre à résoudre pour une fois, mais on est sur le suivi d'une prise d'otage. Et une prise d'otage très intéressante puisqu'elle se passe en direct. En effet, il va y avoir un homme qui va surgir sur un plateau de télé pendant le journal du 20h et qui va prendre en otage toute l'équipe et notamment le présentateur vedette du 20h de cette grande chaîne nationale. Et donc on va suivre tout ce processus-là. J'ai vraiment ressenti du stress, surtout en fait avant que la prise d'otage ait lieu, parce que nous on sait qu'il va y avoir une prise d'otage et l'auteur nous fait suivre tous les moments de la journée avant la prise d'otage pendant la préparation du 20h. Et donc ouais, j'ai vraiment eu même les mains moites, j'étais stressée, j'ai dit oh là là, ça va arriver bientôt, qu'est-ce qui va se passer? Et ça c'était vraiment immersif. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est tout le côté immersion du travail du GIGN, comment ces hommes travaillent, à quel point ils peuvent mettre leur vie de famille entre parenthèses pour leur métier et à quel point ils se sacrifient en fait. Donc il y a certainement des moments qui sont romancés, hein. On est sur un thriller, on n'est pas sur un roman de non-fiction, c'est pas un documentaire le truc, mais voilà, je sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux, mais en tout cas je trouvais que c'était vraiment intéressant de parler aussi du GIGN vraiment en profondeur. Et on fait la même chose avec les journalistes, notamment les journalistes en direct du 20h des grandes chaînes. Donc ça c'était vraiment aussi très très intéressant de voir un peu vraiment en profondeur comment ça fonctionne dans ces milieux-là. Évidemment le roman c'est du grand Maxime Chatham, donc on est sur quelque chose de très page turner. À chaque fin de chapitre on a un hook qui nous fait avoir envie de continuer la lecture et de dévorer le roman. On parle aussi du sujet vraiment intéressant parce qu'on parle des médias, on parle du sensationnalisme, qu'est-ce qu'on va dire ou pas dans les médias, quel est le métier de journaliste aujourd'hui. Je vois des fois les news ici à Lima, au Pérou, et je vais vous dire, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant la manière dont les journalistes font leur travail dans les grandes chaînes nationales comme le 20h. C'est terrifiant parce que c'est que du sensationnalisme. On va aller voir un drame qui s'est passé et on va poser des questions comme ça aux gens dans la rue. On va mettre une musique hyper tendue qui donne encore plus d'effets dramatiques alors qu'on est quand même sur des chaînes qui sont censées être le journal télévisé sérieux et c'est complètement sensationnalisé. Et on n'en est pas du tout là en France, heureusement. Mais voilà, ça pose la question d'arriver vers ce grave sensationnalisme et choisir tel et tel sujet plus que d'autres. Quel est le pouvoir aussi des journalistes de la télévision sur la pensée des citoyens en fait. Et donc ça c'était vraiment aussi intéressant. Pour moi ce livre je l'ai noté à 3,75 parce que c'est très divertissant, on s'ennuie pas. Par contre je trouvais qu'il y avait quand même des gros problèmes de crédibilité. Ça m'a un peu fait rire et lever les yeux au ciel à certains moments parce que c'est pas du tout crédible. La fin aussi un peu bancale à mon sens, mais si vous recherchez une lecture où vous prenez pas trop la tête et vous avez vraiment des sensations de stress et tout, ce roman fait l'affaire. On va parler maintenant d'un roman d'horreur historique qui est Boys in the Valley de Philippe Fracassi. Et je suis tombée complètement par hasard sur ce roman, il m'a un peu attirée avec le synopsis et la pochette du livre, en fait, la couverture, et c'était vraiment une très très belle découverte. J'ai beaucoup aimé ce livre, on est plongé ici dans le 19e siècle, dans un orphelinat catholique aux États-Unis, tenu par des prêtres.
Et il va y avoir un événement étrange qui va se passer une nuit. Dans cet orphelinat, il va y avoir des hommes qui vont frapper à la porte et un homme particulièrement est blessé. Il a des inscriptions sur lui, des symboles satanistes. C'est très étrange. Il va finir par mourir et suite à sa mort, il va se passer vraiment des choses très bizarres avec les enfants de l'orphelinat. Ce livre est extrêmement dark, c'est extrêmement sombre, c'est violent, c'est cru. Vraiment, si vous aimez pas le body horror ou le gore ou tout ce qui touche à la violence, notamment des enfants, ne lisez pas ce livre parce que là, ça fait pas semblant. Il y a vraiment plein de trigger warning là-dessus. Clairement, on est dans l'horreur, donc voilà. Mais on a vraiment une mise en abîme de ces orphelinats catholiques. On a aussi, avec le point de vue des différents personnages, l'exploration des complexités des personnages, pourquoi ils font ces choix-là, et j'ai trouvé que la plume était très belle. C'était vraiment un très très bon roman d'horreur à mon sens, et l'atmosphère est terrible parce qu'on est en plein hiver dans cet orphelinat qui a zéro niveau de confort. On a des enfants qui sont totalement exploités par ces prêtres, ils doivent faire des tâches, des travaux toute la journée, ils sont à peine nourris, très maltraités. Ce livre nous expose quand même la réalité des orphelinats catholiques du 19e siècle et à quel point ils sont peut-être même plus diaboliques que le diable lui-même. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, bien écrit, avec une profondeur dans les personnages. En même temps, c'est très horrifique, hein, ça fait pas semblant. Et pour moi, c'est un 4 étoiles. C'est une belle découverte, Philippe Fracassi. Je pense que je lirai d'autres romans de cet auteur. J'ai envie de vous parler d'un 5 étoiles. Il s'agit de Claire Keegan avec ce genre de petites choses. C'est une toute petite nouvelle, je vous en ai parlé dans ma vidéo des meilleures lectures. Et pour cause, pour moi, ce roman est une claque, je vous l'ai dit. Ça a été vraiment beaucoup d'émotions et j'ai été vraiment bouleversée par la lecture de ce livre parce que, à travers une plume extrêmement simple, un récit très simple, on décrit seulement le quotidien d'un homme lambda dans un petit village en Irlande, en plein hiver, en 1985, et ça paraît tellement plus vieux que 1985 en fait, parce que, je sais pas, moi, pour moi, 85, ça paraît pas si loin que ça, et là, on est complètement dans une autre époque, hein. On suit cet homme, Bill Furlong, qui est un marchand de bois et de charbon, et qui est très sollicité à cette époque pour réchauffer les foyers. Voilà, donc c'est vraiment hyper intéressant au niveau de l'atmosphère du livre, et en suivant le quotidien de cet homme, on va se rendre compte d'à quel point essayer d'être humain parmi la masse, parmi la société qui dicte certaines choses, eh ben c'est aussi très très important. Cet homme, Bill Furlong, qui est totalement ordinaire, va à un moment donné faire une rencontre improbable dans un couvent. Et en fait, c'est une réalité cachée. Il va être confronté à un dilemme moral et il va se poser des questions comme ça. Et vraiment, il y a des choses qui sont excellentes dans ce roman. En fait, au début, on ne sait pas vraiment où veut en venir l'autrice. Et finalement, à la fin, on comprend, notamment en lisant les notes de l'autrice à la fin, qui sont terribles, qui nous en disent plus sur en fait ce qui se passe. C'est très subtil. On n'en parle pas vraiment. C'est pas une mise en abîme dans les blanchisseries de Magdalene d'Irlande, mais l'autrice nous en parle un peu plus justement à la fin. Il y a vraiment des très très jolies phrases, c'est très bien écrit, mais c'est assez simple, hein. L'écriture est très très simple. Il y a beaucoup de dénonciations de plein de choses. Ah, j'aimais bien celle-là. Donc là, c'est une conversation entre Bill Furlong et une des sœurs là dans le couvent. Elle lui dit: vos bateliers étaient en ville cette semaine. Alors elle lui dit: ce ne sont pas mes bateliers, mais oui, nous avons eu l'arrivée d'une cargaison sur le quai. Et elle lui dit: vous ne voyez pas d'inconvénient à attirer des étrangers? Il faut bien que chacun naisse quelque part, dit Furlong. Jésus n'est-il pas né à Bethléem? Je ne comparerai pas une seule seconde notre Seigneur avec ces individus-là. Voilà, très sympathique la sœur, la nonne. Il y avait d'autres passages, mais ça je vous les laisse lire parce que vraiment excellent. Par contre, il y en avait un autre que j'ai bien aimé aussi. Tant de choses avaient une façon de paraître plus belles quand elles étaient un peu à distance. Il y a beaucoup de réflexions hyper intéressantes, hyper profondes, mais à travers des phrases très très simples et à travers un quotidien très très simple de cet homme. Et vraiment, j'ai adoré ce roman, j'ai même envie de le relire, il est très très court, donc ce sera pas un problème. Mais pour revoir peut-être des choses que j'avais pas forcément surlignées ou vraiment vues à la première lecture,
Et je peux que vous conseiller ce livre parce qu'il est très très facile à lire, il est très très court. Il m'a fait penser un petit peu à la façon dont Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, où on voit cette jeune femme qui, par ses petits gestes quotidiens, change la vie des gens. On est un peu sur le même genre de roman en fait, ce genre de petites choses. Après, ça emmène à plein de discussions intéressantes et notamment des recherches sur les fameuses blanchisseries de Magdalene d'Irlande qui sont vraiment, ça m'a mis en colère, si vous saviez, ça m'a mis en colère. J'étais dans un état de bouleversement, en même temps, c'est très beau sur certains aspects, et en même temps, j'étais vraiment en colère, bouleversée, enfin, plein d'émotions en 116 pages. Merci vraiment Claire Keegan pour un roman aussi puissant en toute simplicité. Allez, est venu le moment de faire un petit point sur les séries parce qu'il y a pas mal de tomes 2 dont je ne vous ai pas du tout parlé. Je vais d'abord vous parler d'une série que je vous avais conseillée pour Halloween. Il s'agissait de Anatomy a Love Story, qui est une fiction historique fantastique qui se passe à Édimbourg en Écosse. Je crois que c'est au XVIIIe siècle. J'avais vraiment adoré ce premier roman parce que on est complètement plongé dans cette ambiance très gothique. C'est une immersion totale dans le Édimbourg de cette époque. Vraiment, j'ai beaucoup aimé pour cette immersion. Et puis ce côté très gothique avec les vendeurs de cadavres, les problèmes, vous savez, de cimetières à l'époque où il n'y avait pas de place dans les cimetières, où on faisait du trafic de cadavres pour la science, pour faire avancer la médecine. Rien n'était... il n'y avait pas de règles quoi. Donc voilà, on explore toute cette partie-là. C'était vraiment chouette. C'est un roman young adult, donc il y a toujours ce petit souci pour moi de young adult où ça va peut-être pas assez loin. Néanmoins, c'était quand même vraiment une bonne lecture. Et puis j'ai lu le deuxième Immortality a Love Story qui n'a pas été pour moi aussi bien que le premier roman. On retrouve quand même pas mal d'éléments très intéressants qui étaient déjà dans le premier, notamment les conditions des femmes au 19e siècle, que ce soit dans la noblesse ou autre d'ailleurs, selon la classe sociale, mais il y a quand même toujours un carcan qui font que voilà, elles ont des obligations, elles peuvent pas choisir ce qu'elles veulent faire. Et nous, on suit ce personnage de Hazel qui devrait se marier pour voilà, avoir un rang social dans la société, mais qui, elle, veut être chirurgien et donc elle va se faire passer pour un homme pour pouvoir avoir une éducation sur la médecine. Ça, c'est vraiment le premier roman. Et dans le deuxième, je vais pas vous raconter exactement ce qui se passe dans le deuxième, mais elle va avoir l'occasion de continuer dans ce qu'elle a vraiment envie de faire et ce qu'elle a envie d'être. J'étais un petit peu déçue quand même du deuxième. Le deuxième se passe à Londres cette fois. Je trouvais qu'il y avait moins cette immersion, cette ambiance qui était un peu moins présente. Du coup, on est un peu plus sur un huis clos, c'est un peu différent. Mais vraiment, j'ai trouvé que pour un young adult, on a quand même des effets gothiques très intéressants. J'étais quand même contente de terminer cette histoire parce que voilà, il y a un point final. J'ai cru entendre qu'il y aurait peut-être un troisième roman. Vraiment, je ne trouve pas du tout nécessaire. Pour moi, le roman se termine comme ça et c'est suffisant. Mais il y avait des choses qui étaient assez intéressantes parce qu'on trouve des personnages historiques qui ont vraiment existé. Donc ça, c'était vraiment cool. Par contre, au niveau de l'intrigue, c'était moins net, moins intéressant que le premier roman, je trouve. On en a un peu perdu, et puis surtout j'attendais quelque chose avec impatience et finalement c'est pas venu d'une manière que j'ai beaucoup appréciée. Alors, je peux pas évidemment vous raconter tout parce que sinon vous allez être spoilé. Le premier roman je l'avais noté 4,25 et celui-là un peu moins, je crois que j'avais dû en mettre un 3,75 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc un roman un peu moins intéressant que le premier, néanmoins une série qui m'a beaucoup plu pour son côté historique et gothique. J'ai envie de vous parler maintenant de la série du Roi Berger de Rachel Gillig, qui est une série où j'ai mis un 5 étoiles au premier tome, Une fenêtre sur les ténèbres. J'ai totalement adoré l'ambiance, le système de magie, les personnages et toute la complexité autour de ces thèmes. Le deuxième roman, encore une fois, m'a beaucoup moins convaincue. Je vais dire que j'étais quand même pas mal déçue. On a une finalité qui est très intéressante et pour ça, ça m'a plu. L'ambiance est toujours très présente. La plume est un peu différente. Je l'ai trouvée moins recherchée. Par contre, ce qui m'a vraiment déplu, et c'est d'ailleurs étrange parce que d'après ce que je vois sur Goodreads, les gens ont préféré ce roman au premier et moi pas du tout. Parce qu'en fait, l'héroïne principale et la protagoniste du premier roman
est pratiquement complètement effacé dans le second. Alors il y a une bonne raison pour cela, je comprends. Il y a un autre point de vue, et ça c'est très intelligent, qui vient dans ce nouveau roman, mais pour moi, on a trop effacé l'héroïne, on a trop effacé le couple du premier roman, qui était très intéressant et que j'adorais, au profit d'un autre couple, et du coup en fait les protagonistes sont devenus des personnages secondaires au profit de nouveaux protagonistes qui étaient les personnages secondaires du premier roman. Et c'est vraiment dommage parce que moi je suis très fidèle, j'ai besoin de garder mes personnages favoris comme protagonistes en fait. J'étais vraiment déçue, je dois dire, de ce parti pris de changer les protagonistes. Ouais, je suis un peu déçue, je dois dire. Par contre, pour moi, ça reste une excellente lecture. En tout cas, La fenêtre sur les ténèbres était vraiment très très bien, de grande qualité, avec un super système de magie et une super ambiance. Évidemment, j'ai envie de vous parler de La 9e maison et de Jusqu'en enfer, puisque j'ai lu ces deux romans de la trilogie de Lee Bardugo. J'aurais tout à fait déjà lu le 3e roman s'il était sorti, mais il n'est pas encore écrit, je crois, donc j'attends impatiemment la suite, vraiment. La 9e maison, je vous en avais déjà parlé, donc je ne vais pas trop revenir dessus, mais en gros, on va suivre Alex qui a eu un passé très sombre et très douloureux, très dur, et elle se voit offrir une seconde chance puisque elle va être embauchée par la 9e maison, qui est une des sociétés secrètes de Yale, qui va contrôler les autres sociétés secrètes. Et elle va aider la 9e maison parce qu'elle est capable de voir les fantômes, et donc elle va pouvoir aider dans les rituels, puisque là on est donc sur de la magie, hein. Les sociétés secrètes font de la magie et elle va pouvoir contrôler la magie puisque elle voit les fantômes. Extrêmement bien écrit, un peu complexe au début, mais vraiment une superbe lecture. J'avais adoré La 9e maison. J'ai donc lu pratiquement aussitôt Jusqu'en enfer. J'attendais avec impatience la suite et j'ai été tout aussi séduite. J'ai même trouvé que c'était beaucoup plus facile à suivre parce que autant La 9e maison au début, les 100 premières pages sont assez complexes, on ne comprend pas très bien quel est le contexte. Là, une fois qu'on a le contexte, c'est beaucoup plus facile, on est tout de suite immergé dans l'histoire. J'ai quand même eu une grande frustration sur un sujet dont je ne peux pas vous parler pour ne pas vous spoiler. Je reste un peu sur ma faim et c'est pour ça que j'attends de lire la suite de cette trilogie. Mais je pense qu'on a encore quelques temps d'attente malheureusement. Mais vraiment, pour moi, c'est une excellente lecture. J'ai mis 4,25 à cette lecture. Ce que je regrette dans ce roman, c'est que au premier chapitre, je crois, on nous donne un avant-goût de quelque chose qui va se passer. Et du coup, moi, j'étais toujours dans l'attente de ça. Et j'ai trouvé que c'était long avant d'arriver à cette partie. Finalement, si on m'avait pas mis ce chapitre-là, j'aurais été plus immergée dans l'histoire plutôt que d'attendre quelque chose parce qu'on en avait eu un avant-goût au début. J'ai adoré le personnage de Darlington, d'ailleurs je vais vous citer comment il est décrit, juste pour vous dire à quel point, pour moi, décrire un personnage comme ça, je trouve que c'est excellent. Et voilà, on n'est pas sur quelque chose de physique, on décrit vraiment ce personnage pour le donner une atmosphère, une présence très importante, alors que justement, ce personnage n'est pas beaucoup présent en fait dans les livres, mais nous, on l'adore parce qu'il est très très bien décrit par l'autrice. Alors je vais vous le dire en anglais, puis je vous le traduirai. He's expensive. Darlington was too beautiful, too well read, too well traveled. He wasn't just cut from a different cloth, he was too finely made and tailored. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit le personnage de Darlington, et vraiment tout au long du roman, il est extrêmement bien décrit. Vraiment, je trouve ça vraiment génial, j'ai vraiment beaucoup aimé ces deux romans, j'ai hâte de la suite. Et enfin, j'ai envie de terminer sur une dernière série dont j'ai lu le tome 2 très récemment et dont je ne vous ai pas encore parlé. Il s'agit de Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. J'ai lu le premier tome dans un vlog, j'avais bien aimé, mais pour moi, ça manquait un peu de surprise, d'éléments, voilà, c'était cousu de fil blanc et c'est un peu dommage. Par contre, le deuxième est absolument excellent. J'ai mis 4,25 à ce deuxième livre. Donc, l'histoire du Pont des Tempêtes. On suit l'histoire de Lara dans le premier tome qui, pour une alliance, un traité très important, va devoir épouser le roi d'Itikana, un autre royaume. Mais elle est envoyée là-bas en tant que espionne. Elle a été en fait élevée comme une guerrière. Et ce qu'elle doit faire, c'est récupérer tous les secrets d'Itikana parce que Itikana a un pont qui permet d'effectuer le commerce entre les différents royaumes et donc ils ont un peu la main mise sur le commerce et l'échange de marchandises. Donc on est vraiment dans un contexte géopolitique, économique
qui est vraiment intéressant et bien développé à mon sens. Les descriptions aussi de tout ce monde est extrêmement riche. Et autant, comme je disais, le premier tome est assez prévisible, beaucoup trop prévisible à mon sens même, autant le deuxième est vraiment beaucoup plus enrichissant parce que déjà, il y a une vraie évolution des personnages. On tombe pas non plus dans la facilité de une résolution simple. Pour moi, il y a vraiment une psychologie des personnages qui est suivie et c'est vraiment pas facile pour Lara dans toute sa quête. Je vous dirai évidemment pas quoi, mais voilà, c'est compliqué, c'est complexe, c'est pas simple. J'attendais de voir Lara, justement le côté guerrier de Lara. Ben là on le voit totalement. Il y a plein d'éléments qui sont géniaux dans ce livre, des scènes notamment dont j'ai pas envie de vous parler pour pas vous spoiler, mais qui moi m'ont beaucoup marqué. Et franchement, j'ai été convaincue par la fin. Alors je pense que tout le monde ne le sera pas. Parce que pour moi, il y a quelques raccourcis, peut-être. C'est assez abrupt en fait comme fin. Mais personnellement, j'ai trouvé que c'était très malin parce que je voyais pas comment ça allait se démêler. Franchement, pour moi, je trouve que c'est très malin et c'est totalement crédible en fait. C'est difficile de vous en parler parce que je peux pas vous spoiler. Mais pour moi, ça m'a convaincue. Pour moi, j'ai trouvé que c'était la faille qu'il fallait exploiter pour arriver à cette conclusion. Et certes, c'est un peu abrupt, mais j'ai trouvé quand même que c'était bien trouvé et intelligent. Et vraiment, tout le contexte politique, économique était très intéressant. J'ai très envie de suivre cette série, elle m'intéresse beaucoup. Si vous avez lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me les dire en commentaire, ou si certains vous intéressent aussi, c'est le moment d'échanger sur ces lectures. En tout cas, moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, un vlog lecture ou autre. À bientôt, ciao!